pour le front s'échauffe. Brosk est devenu un point central de la résistance. Les forces ukrainiennes tiennent la ligne sous pression alors que l'ennemi engage des unités d'élite et masse 3 armées pour percer. Les forces spéciales, les équipes de renseignement et les systèmes sans pilote interviennent pour empêcher tout encerclement. Pendant ce temps, le Kremlin fixe un délai pour s'emparer de l'ensemble de l'agglomération malgré les pertes croissantes. Que se passe-t-il réellement à Pokrovsk? Comment les envahisseurs prévoient-ils de passer à l'étape suivante et pourquoi l'Ukraine ne recule-t-elle pas? Parlons-en. Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Maria Ferafanova. Et voici les dernières nouvelles. Les défenseurs de l'Ukraine continuent de tenir bon. D'intenses combats urbains sont en cours à Pokrovskilov, chef de l'unité de communication de la 155e brigade mécanisée distincte. L'ennemi tente d'infiltrer les zones urbaines avec de petits groupes d'assaut et d'exercer une forte pression par le feu. Ils utilisent des drones, la reconnaissance et l'artillerie. Au cours des dernières heures, nous avons repoussé plusieurs tentatives d'avancée. L'ennemi n'a pas obtenu de succès stable dans notre secteur. Les militaires ont noté que les forces russes se déguisent parfois en civils pour entrer dans Bakovsk. Cependant, dans la plupart des cas, ce sont des groupes d'assaut ennemis préparés à cette opération depuis plusieurs mois qui entrent dans la ville. Selon les communications interceptées et les prisonniers capturés, ces opérations d'assaut étaient en préparation dès le mois de septembre. Ils ont été formés pour une mission spécifique, capturer la ville de Prosovka. On leur a montré des cartes et donné des itinéraires. Donc, la qualité de leur personnel pour les normes de 2025 est correcte. Ce sont des troupes mobilisées. Les forces spécialisées capables de mener un combat urbain professionnel, elles sont épuisées. Des unités d'élite ont été envoyées à Brosk. Les experts affirment que, quoi que le Kremlin essaie de faire croire au monde, il n'y a actuellement aucun encerclement là-bas. Selon eux, avec ces forces, notamment avec l'implication d'unités d'élite, il sera possible d'inverser la situation. Il n'y a rien qui ressemble à un encerclement là-bas. Il n'y a aucune menace que nos forces soient encerclées. Cette menace existait à Mnor. C'est là qu'il y avait un risque de poche à Pokrov. Les rumeurs d'encerclement n'ont jamais été réalistes. Des unités de la direction principale du renseignement à Tur y ont été déployées. De plus, des sources ouvertes ont déjà signalé que Boudanov lui-même, son chef Kirilo Bodanov, les commandait. Des unités des forces d'opération spéciales ont également été envoyées là-bas, ainsi que des unités du SBU. Pendant ce temps, 3 armées ennemies attaquent Pakhovsk. Les Russes ont concentré des forces importantes autour de Pokrovsk, composées de leurs unités les mieux entraînées pour les opérations offensives. Au sud, la 2e armée avance depuis la direction de Solidar. Du nord, la 51e armée qui fournit l'effort principal. Il s'agit d'une formation russe composée principalement de personnes du Donbass occupé. Ce sont celles dont les Russes se soucient le moins, et elles opèrent également avec la 8e armée. Il a également commenté les capacités des forces de défense ukrainiennes à contrer les Russes. Il a souligné les capacités des forces de système sans pilote des forces armées, mais a ajouté que d'autres unités devraient rester la principale force de résistance. Les gens sont le principal facteur ici. Contrairement aux batailles précédentes, Bakhmutka, les Russes ont appris cette leçon et opèrent maintenant en formation d'unités d'assaut, comme les forces spéciales en petits groupes. Cela nécessite un haut degré de commandement et de complexité des communications pour ces unités. Il dit que c'est précisément pourquoi une décision a été prise de déployer des forces d'opération spéciales, des forces spéciales ukrainiennes dans ce secteur. Le combat urbain exige des forces spéciales hautement entraînées et le fait que les forces d'opération spéciales, SSO, ISHUR, les forces spéciales et un certain nombre d'autres unités à des fins spéciales aient été déployées à Pakhovsk, indique que les combats dans la ville vont se poursuivre et que l'issue reste imprévisible.
Il est également devenu connu que le dictateur russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes de capturer Poukov-Mnoharat et toute l'agglomération de Poukovsk avant le 15 novembre. Cela a été déclaré par Mykola Malamouche, ancien chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine et général de l'armée ukrainienne. L'objectif stratégique de Poutine est de montrer qu'il verra des territoires spécifiques et, par conséquent, se vantera auprès des Russes et de ses partenaires, surtout après le changement de position de Trump et sa rencontre avec Xi Jinping, qu'il sera celui qui fixera les conditions. Selon lui, le prochain objectif, si les occupants capturent l'ensemble de l'agglomération de Props, serait une nouvelle avancée vers Konstantinators. Il pense que Poutine tentera d'atteindre cet objectif par tous les moyens nécessaires. Poutine continue de frapper des zones civiles, montrant qu'il continuera de détruire l'infrastructure, le système énergétique et les citoyens de l'Ukraine. Il n'y a pas d'alternative. La Russie répand des mensonges de toutes les manières possibles, mais la vérité finit toujours par éclater. À Kupian, les défenseurs ukrainiens maintiennent leur position sous un feu constant, repoussant les assauts et protégeant la vie des civils malgré les attaques incessantes de l'ennemi. La situation reste tendue mais contrôlée grâce au professionnalisme et à la résilience de nos troupes. Regardez le reportage complet pour voir ce qui se passe réellement à Kupiansk et comment les défenseurs de l'Ukraine continuent de tenir bon sur le front de l'Est. Les combats pour le contrôle de la ville de Kiansk, un important centre de transport dans la région de Khark, se poursuivent. La situation à Kupiansk reste difficile, mais ces jours-ci, il y a plus de contrôle de notre côté. Nous continuons à défendre nos positions. Dans ce contexte, la propagande russe a une fois de plus publié un autre lot de faux. Le résident du bunker a affirmé que les troupes ukrainiennes à Kupiansk étaient encerclées et bloquées dans la ville de Kiansk et dans la ville de Krasnor. L'ennemi, comme il s'est avéré, était effectivement bloqué et complètement encerclé. Soit dit en passant, j'ai discuté de cette question particulière avec les commandants du groupe opérationnel concerné. Ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas opposés à ce que des représentants des médias, y compris des journalistes étrangers, entrent et observent la situation dans la zone d'encerclement de l'ennemi, à condition que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient prises. Des journalistes ukrainiens afin qu'ils puissent entrer et constater personnellement ce qui se passe là-bas et voir par eux-mêmes l'état actuel des troupes ukrainiennes qui sont actuellement encerclées et afin que les dirigeants politiques de l'Ukraine prennent les décisions appropriées concernant le sort de ses citoyens et de ses militaires. Mais ces déclarations n'ont rien à voir avec la réalité. C'est la vieille tactique du Kremlin, péniblement familière, le chantage médiatique et une tentative de démoraliser la société ukrainienne. À ce jour, je crois que la situation a été stabilisée et j'espère que nos forces de sécurité et de défense seront en mesure de tout faire pour s'assurer que Kupiansk ne soit pas capturé par l'ennemi. En réalité, il ne s'agit pas d'un encerclement, mais plutôt de violents combats locaux. La principale direction de l'attaque de l'occupant n'est pas Kupiansk elle-même, mais Kupiansk-Lovière. Les plans de l'occupant incluent la possibilité d'établir le contrôle sur cette gare ferroviaire clé. Au 30 octobre, les forces ukrainiennes conservent le contrôle de la majeure partie de Kupiansk et des principaux centres de transport. Les occupants russes se sont retranchés en petits groupes à la périphérie nord de la ville et dans la partie ouest, créant un point d'appui pour de nouvelles tentatives d'offensive. C'est-à-dire qu'ils essaient de changer leur tactique et leur stratégie d'opération de combat en milieu urbain. Elle est fondamentalement différente des tactiques utilisées lors des batailles pour Bakhmut il y a 2 ans et demi, lorsque les occupants utilisaient une grande quantité de véhicules blindés et, par conséquent, les soi-disant tactiques d'assaut local pour établir le contrôle sur cette colonie. La principale menace reste les directions nord et les tentatives de l'ennemi de percer jusqu'à l'autoroute Kharkiv-Kupanskato. Cet itinéraire est vital pour l'approvisionnement des unités ukrainiennes sur la rive orientale de la rivière Ossil. Du sud et de l'est, les forces russes n'ont pas été en mesure d'approcher la ville.
La principale voie d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes reste la gare de Kupanskov et le barrage de Remblai à travers l'Oskil. Le barrage est périodiquement soumis à des frappes aériennes ennemies, mais il reste opérationnel et les ponts de ponton servent de route de secours. C'est l'objectif principal, et l'objectif stratégique des occupants n'est pas d'avancer plus profondément dans la région de Kharkiv, mais plutôt de répéter le scénario de 2022, lorsque le groupement ISOM des occupants était considéré comme l'un des plus aptes au combat et visait un encerclement opérationnel des unités ukrainiennes, précisément dans la zone de l'agglomération de Slovian-Kramatorsk. C'est l'objectif principal. En d'autres termes, l'objectif stratégique des occupants est d'établir un contrôle total sur le territoire de la région de Donetsk. Mais l'ennemi s'est heurté à la dure défense des forces armées ukrainiennes. Les contre-attaques des troupes ukrainiennes freinent l'avancée russe. Pour le moment, les forces de défense ukrainiennes mènent des opérations de contre-sabotage afin d'empêcher les occupants russes de s'infiltrer. Vient ensuite la zone urbaine et la tentative directe de prendre le contrôle du nœud ferroviaire de Kupansk. Kupansk n'est pas juste un autre point sur la carte. C'est un symbole de résilience, d'endurance et d'endurance militaire. L'armée russe essaie d'épuiser la ville, mais la défense ukrainienne tient bon. Et peu importe combien le Kremlin essaie de présenter des vœux pieux comme une réalité, la vérité est du côté de ceux qui défendent leur patrie. Et étape par étape, ils chassent l'ennemi de la terre ukrainienne. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté. Soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité d'Ukraine. Devenez membre d'Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. Dans l'armée russe, des histoires troublantes continuent d'émerger. Les Perses célibataires servant dans l'armée se verraient refuser la libération, même lorsque leurs enfants ont perdu d'autres tuteurs et finissent dans des orphelinats. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que les commandants ignorent souvent les demandes de libération anticipées, invoquant la nécessité en temps de guerre. Les familles sont brisées et les enfants sont placés sous la tutelle de l'État, tandis que leurs pères restent sur les lignes de front. Plus d'informations sur ces situations troublantes et d'autres dans l'armée russe. Bientôt, les blessés et les mutilés sont envoyés à l'assaut, et ceux qui sont jugés indésirables parmi les militaires sont tout simplement éliminés. Et si quelqu'un ne veut pas signer de contrat, il finira par le signer quand même. Mais le soldat nouvellement nommé ne l'apprend qu'après coup. Il est également presque impossible de démissionner de l'armée. Même les pères célibataires qui, en vertu de la loi, devraient être libérés sans problème, se voient refuser la libération. Pendant ce temps, leurs enfants sont simplement placés dans des orphelinats. Selon les pères célibataires interrogés par Verska, les commandants peuvent initialement refuser d'accepter le rapport de démission, refusant la libération verbalement. Si les documents sont acceptés, ils peuvent se perdre, mais les militaires continuent de servir pendant que leurs enfants restent temporairement avec des proches ou sont placés dans des orphelinats. Il s'avère donc qu'avec un parent vivant, les enfants sont orphelins. Mais vraiment, que pouvez-vous dire de la libération d'un homme en bonne santé, alors que même les soldats gravement blessés ne sont pas radiés de l'armée russe? Ils nous ont regardés et ont dit « Qu'est-ce qu'il y a avec ce type en bonne santé sans jambes? » Oh, c'est une jambe. Une jambe. Même si l'indicatif d'appel est Sky, c'est une jambe. Il est assis ici depuis des jours, lui aussi, à tout faire. Qu'est-ce que j'essayais de dire avec ça? Ils sont entrés, ont regardé autour d'eux, ont demandé qui nous étions, pourquoi nous étions ici, et on leur a dit les raisons. D'accord, les gars, j'ai compris. Et puis, ils sont partis. Ces occupants seront bientôt envoyés à leur dernier assaut de viande. Le fait que certains d'entre eux aient des membres manquants ne concerne personne. Leurs commandants les utilisent simplement comme de la chair à canon jetable. Certains occupants croient encore que l'État va les aider. Ils se plaignent donc aux médiateurs du Kremlin de se voir refuser des soins médicaux ou de recevoir un mauvais traitement. Le nombre de ces plaintes a quadruplé en 2 ans, passant de 459 à 1976.
Le mari de la requérante, après avoir reçu des soins dans un hôpital de première ligne, a été envoyé à une commission médicale militaire pour déterminer son aptitude au service militaire. En arrivant à son unité militaire pour recevoir l'ordre pour la commission médicale, il a été envoyé en première ligne. Depuis mai 2024, il est porté disparu au combat. Après des blessures ou en raison de problèmes de santé préexistants, tous les soldats n'ont pas suffisamment de temps pour une réadaptation complète et appropriée. Parfois, un soldat est renvoyé au front malgré les recommandations du médecin de poursuivre le traitement et la nécessité d'une réadaptation. En conséquence, un militaire qui est physiquement incapable d'exercer des fonctions de combat se retrouve en première ligne. Mais au moins, ceux-ci sont allés au front de leur propre chef. Et il y a des cas où les hommes russes ne découvrent qu'après coup que leur profession a été modifiée. Recrutement noir. Oui, des recruteurs noirs. Ils se sont transformés en marchands d'esclaves. Nous avons fondamentalement de la traite d'esclaves en cours. Fournir des personnes au front. Tout le monde, sans exception, finit par se faire prendre dans ce piège. Paralysie cérébrale, maladie mentale, membres manquants, tout cela n'est rien et sera utilisé dans l'armée russe. Les administrations locales, bien sûr, sont au courant de tout cela et encouragent même et aident. Dans mon village natal de Naturassi, ils ont enivré un gars de Sibérie, l'ont marié à une femme âgée aux mœurs légères et à faible responsabilité sociale. Ensuite, ils l'ont envoyé au front. Il est mort là-bas et maintenant, il réclame l'indemnisation en tant que sa femme, même s'il ne l'a jamais vue de sa vie. Ses commandants peuvent aider à l'élimination d'un tel soldat russe. Les occupants se plaignent que les soldats, SVO indésirables, sont souvent envoyés dans des assauts suicides. L'un de ces rôles pendant un assaut est appelé une balise par les soldats. L'occupant est envoyé sans armes ni gilet pare-balles pour exposer les positions de tir des troupes ukrainiennes. Vous courez simplement dans une direction sans possibilité de retour. Il y a un détachement de blocage derrière vous. Il ne vous laisse pas revenir. Votre seule chance de survivre est d'être blessé et fait prisonnier. Comme les occupants l'admettent, non seulement les commandants éliminent leurs propres hommes, mais aussi les civils. Un soldat russe a raconté comment son commandant avait entré de mauvaises coordonnées, ce qui a entraîné une frappe d'artillerie sur un village. De nombreuses personnes ont été tuées, dont des enfants. Le soldat n'a appris ce qui s'était passé qu'après que l'administration de la soi-disant LNR s'est plainte au commandement. Fondamentalement, ils ont mélangé les cibles Grad et Urugan. Ils étaient appelés de la même manière par les carrés de la grille. Et l'idiot qui était de service au conseil, il les a juste mélangés. Le capitaine était responsable. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Il me donne juste les numéros pour appeler le commandant de bataillon. Alors il dit « Comment sont les statistiques? » Bien. Il dit « Vous connaissez 12 enfants. » Il dit « J'ai baisé 9 femmes. » Bien sûr, l'incident a été étouffé. Et à la télévision russe, ils ont rapporté que soi-disant des militaires ukrainiens étaient dans ce village. Et ce n'est qu'une des histoires qui ont été révélées ces derniers jours. En réalité, la situation est bien pire. Et de jour en jour, elle ne cesse de s'aggraver. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre opinion dans les commentaires. Aimez la vidéo et restez informé des principaux titres. D'autres informations à venir.